au gala, mon frère m'a prise pour le personnel. Mes parents m'ont ignoré devant leurs invités. Le lendemain, le PDG a reçu ma demande de réunion, la patronne fondatrice souhaite discuter du contrat à 3 milliards d'euros. Les portes tournantes en verre de l'hôtel Royal Méridien ont capté mon reflet un court instant avant que je ne les franchisse. Je me suis à peine reconnu dans cette robe noire, les cheveux tirés en arrière, rien de tape à accent grave-l'œil. J'avais passé 30 ans à apprendre à disparaître aux yeux de tous, et ce soir ne ferait pas exception. Du moins, c'était le plan. Mon frère Étienne se tenait près de la fontaine de champagne avec sa femme Delphine, tous deux drapés de marques de créateurs et de sourires forcés. Mes parents les flanquaient comme des sentinelles, leurs yeux balayant la salle à la recherche de quiconque valant la peine d'être impressionné. Quand ils m'ont vu approcher, quelque chose a changé dans leurs expressions, pas de la reconnaissance, quelque chose de plus proche de l'alarme. « Excusez-moi, vous faites partie du personnel ?» demanda Étienne assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Le personnel doit utiliser l'entrée de service. » Je me suis arrêté. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée, mais mon visage est resté impassible. Mon propre frère, à 1 mètre de moi, prétendant n'avoir jamais partagé une enfance avec moi, n'avoir jamais pris le petit déjeuner en face de moi, n'avoir jamais emprunté d'argent à nos parents pendant que je faisais des doubles gardes pour payer mes propres études. Delphine s'avança, me scrutant de la tête aux pieds avec le genre de regard que les gens réservent aux tâches sur des meubles coûteux. « Ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une sollicitude fabriquée, les uniformes du personnel sont censés être bleu marine. Vous n'êtes pas en tenue réglementaire. » Le PDG d'Aurelius Tech, Henri Martel, se tenait juste derrière eux avec sa femme, Juliette. Il a couvert sa bouche pour cacher un sourire narquois tandis que Juliette se penchait pour murmurer quelque chose qui les fit rire tous les deux. Autour de nous, une douzaine d'invités en soie et diamants observaient la scène se dérouler comme une pièce de théâtre. Ma mère a croisé mon regard une fraction de seconde, puis a détourné les yeux. Mon père étudiait sa flûte de champagne comme si les bulles contenaient les secrets de l'univers. Aucun d'eux n'a dit un mot, aucun d'eux n'a reconnu que la femme humiliée devant des partenaires commerciaux internationaux était leur fille. Les gens comme elles devraient connaître leur place, murmura Henri à sa femme, pas assez discrètement. Un serveur s'approcha de moi, visiblement confus. « Mademoiselle, l'entrée de service est à l'arrière, si vous devez vous présenter au traiteur. » J'ai senti cette vieille douleur familière monter dans ma poitrine, cette sensation de brûlure creuse que je portais depuis l'enfance. Mais quelque chose était différent ce soir. La douleur ne me donnait pas envie de me recroqueviller, elle me donnait envie d'attendre. Je me suis excusé et me suis dirigé vers la terrasse, laissant derrière moi la foule scintillante. La ville s'étendait en dessous de moi, 1 million de lumières clignotant dans l'obscurité. J'ai sorti mon téléphone et vérifié mes emails. La notification que j'attendais brillait sur l'écran, Aurelius Tech, contrat gouvernemental de 3 milliards d'euros en attente de la signature finale du partenaire fondateur. Je me suis permis un petit sourire, le genre de sourire qui n'a rien à voir avec le bonheur et tout à voir avec une patience enfin récompensée. J'ai tapé un message sur le portail de la direction générale, réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin à 8h30. Présence obligatoire. Je l'ai envoyé via le canal de l'autorité fondatrice, celui qui contournait toutes les strates de la hiérarchie de l'entreprise et atterrissait directement dans la boîte de réception de chaque personne qui comptait. Le PDG Henri Martel recevrait ce message en quelques minutes. Il n'aurait aucune idée de qui l'avait envoyé. L'autorité fondatrice était restée anonyme pendant 5 ans, un partenaire silencieux qui possédait 58% de l'entreprise et n'avait jamais montré son visage à un événement public. Jusqu'à demain. Je suis retourné dans la salle de gala, passant une dernière fois devant ma famille sans un regard. Ils étaient maintenant regroupés, Delphine tenant la cour tandis que mes parents hochaient la tête à l'histoire qu'elle racontait. « Avez-vous vu cette pauvre fille ?» disait Delphine. Elle avait l'air complètement perdue. Quelqu'un devrait vraiment mieux former ce personnel événementiel. Étienne a ri. Probablement une intérimaire qui essayait de se faufiler à la fête. Vous imaginez la honte? Ma mère a secoué la tête. Au moins, elle a eu le bon sens de partir. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un comme ça qui traîne à notre table. J'ai continué à marcher. J'avais entendu pire de leur part au fil des ans, bien pire. Mais ce soir, ces mots semblaient différents. Ils semblaient être des preuves collectées pour une affaire que j'avais bâtie toute ma vie. Le voiturier a amené ma voiture, une berline modeste qui correspondait à l'appartement modeste que je gardais dans un quartier calme.
Personne dans ma famille ne connaissait le Pantouz du centre-ville, le portefeuille d'investissement, les actions fondatrices qui faisaient de moi l'une des femmes les plus riches de la région. J'avais tout gardé caché parce que je voulais la liberté. Je voulais savoir qui étaient vraiment les gens quand ils pensaient que je n'avais rien à offrir. Maintenant, je savais. Je suis rentré chez moi par des rues rendues glissantes par une pluie récente, les lumières de la ville se brouillant derrière mes fenêtres. Mon téléphone a vibré avec une notification, le PDG Henri Martel a accepté la demande de réunion. Je suis entré dans mon garage et je suis resté assise dans le noir un long moment, écoutant le tic-tac du moteur qui refroidissait. 20 ans à être traité comme la déception de la famille, 20 ans à m'entendre dire que j'étais trop sensible, trop ambitieuse, trop difficile. 20 ans à regarder mon frère recevoir tout ce pour quoi j'avais travaillé 2 fois plus dur. Demain matin, à 8h30 précise, chaque personne qui m'avait méprisé apprendrait la vérité. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'étais fatigué d'être invisible pour les gens qui étaient censés m'aimer. Je suis monté à mon appartement et je me suis tenu devant le miroir de mon couloir. La femme qui me regardait semblait calme, posée, prête. Ils m'ont prise pour une employée ce soir, ai-je dit à mon reflet. Demain, ils m'appelleront la patronne. J'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher, réglant mon réveil pour 5 heures du matin. J'avais une salle de conseil à préparer et une famille à éduquer. La pluie a commencé à tomber plus fort dehors, tambourinant contre la vitre comme des applaudissements. Je me suis réveillé à 5h50 dans une lumière gris pâle filtrant à travers mes rideaux. Le Pantouz était calme, tout en lignes épurées et en bois chaleureux, rien d'ostentatoire. J'avais conçu cet espace pour qu'il soit un sanctuaire, pas une vitrine. Le contraste avec le chaos de la nuit dernière semblait presque surréaliste. Je me suis préparé un thé et me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller en dessous de moi. La voix de Delphine résonnait dans ma tête, le personnel doit utiliser l'entrée de service. Comme si j'étais une intruse à l'événement de ma propre entreprise. Mais ce matin, mon esprit était clair. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. J'ai vérifié mes emails une dernière fois. La réunion était confirmée. Chaque dirigeant, chaque membre du conseil d'administration, chaque personne ayant autorité chez Aurelius Tech serait assise dans cette salle de conférence dans moins de 3 heures. Ils pensaient rencontrer un mystérieux fondateur, un investisseur de l'ombre qui tirait les ficelles en coulisses. Ils n'avaient aucune idée qu'il m'avait déjà rencontré de nombreuses fois. Ils n'avaient simplement jamais pris la peine de regarder. J'ai pris une douche et j'ai enfilé mon tailleur le plus impeccable, gris anthracite avec un chemisier blanc, professionnel mais sobre. Je n'essayais pas de faire une déclaration de mode. La déclaration viendrait de la vérité elle-même. Pendant que je me préparais, j'ai laissé mon esprit vagabonder vers le début de tout cela. J'ai grandi à mi-recours, une ville de taille moyenne où tout le monde connaissait tout le monde et où les ragots voyageaient plus vite que la lumière. Mes parents étaient aisés, pas riches, mais ils avaient des aspirations qui dépassaient de loin leur compte en banque. Dès la naissance de mon frère Étienne, 2 ans avant moi, il est devenu le centre de leur univers. Étienne était l'avenir de la famille, c'était la phrase que j'ai entendue plus de fois que je ne pourrais compter. Il a eu les tuteurs privés, les camps de leadership, la nouvelle voiture à 16 ans. J'ai eu les vêtements de seconde main et la tante que j'aiderais aux tâches ménagères pendant qu'il étudiait. Quand Étienne est parti à l'université, mes parents ont tout payé. Ils lui ont loué un appartement près du campus, lui ont acheté une nouvelle garde-robe, lui ont donné de l'argent qui aurait couvert mes courses pendant 1 an. Quand ce fut mon tour, ils m'ont assise à la table de la cuisine et m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de faire la même chose pour moi. Je ne leur ai jamais demandé. À ce moment-là, j'avais déjà appris que demander des choses ne menait qu'à la déception. Alors j'ai travaillé. J'ai été serveuse dans un restaurant du centre-ville, j'ai tapé des rapports de saisie de données tard dans la nuit, j'ai donné des cours particuliers à des lycéens le week-end. J'ai payé mes propres frais de scolarité, acheté mes propres livres, trouvé mon propre appartement dans un immeuble avec des taches d'humidité au plafond et des voisins qui mettaient de la musique jusqu'à 3 heures du matin. J'ai étudié l'informatique parce que j'étais doué pour ça et parce que c'était comme un langage qui ne me jugeait pas. Le code ne se souciait pas de savoir si j'étais l'enfant préféré, le code se souciait seulement de savoir si la syntaxe était correcte. À 24 ans, j'avais cofondé une petite entreprise technologique avec 2 amis de l'université. Nous travaillions dans un appartement exigu, survivant de nouilles instantanées et de caféine, écrivant les algorithmes qui deviendraient finalement l'épine dorsale de la plateforme logistique d'Aurelius Tech. Lorsque les investisseurs en capital risque ont frappé à la porte,
mes partenaires ont voulu vendre. J'ai refusé. J'ai conservé mes parts, 58% d'une entreprise dont personne ne croyait qu'elle survivrait à sa première année. Mes partenaires pensaient que j'étais folle. Ma famille ne savait même pas ce que je faisais. Ils étaient trop occupés à célébrer le dernier projet d'entreprise raté d'Étienne, celui que mes parents avaient financé avec leurs économies de retraite. Aurelius Tech a grandi, puis a explosé. En 5 ans, nous valions des milliards, et j'étais discrètement devenu l'une des personnes les plus puissantes de l'industrie. Mais je n'ai jamais voulu être sous les feux des projecteurs. J'ai embauché Henri Martel comme PDG parce qu'il semblait compétent et digne de confiance. Je suis resté en arrière-plan, guidant les décisions par des mémos anonymes et des canaux cryptés. Je me disais que je protégeais ma vie privée, mais la vérité était plus compliquée. Je me protégeais de ma famille, de leur jalousie, de leurs exigences, de leur capacité infinie à me faire sentir petite. S'ils savaient ce que j'avais bâti, ils trouveraient des moyens de se l'approprier, de le diminuer, de me rappeler que peu importe combien d'argent je gagnais, je serais toujours la fille qui n'était jamais tout à fait assez bien. Alors je me suis tue. J'ai vécu simplement. J'ai regardé depuis l'ombre mon entreprise grandir et ma famille continuer à me traiter comme une employée. L'ironie ne m'a pas échappé. Aux événements d'Aurelius Tech, je m'habillais délibérément simplement. Je voulais voir comment les gens se comportaient quand ils pensaient que je n'étais personne. Ce que j'ai appris au fil des ans a confirmé tout ce que je soupçonnais. Les dirigeants m'ignoraient, les membres du conseil d'administration me regardaient sans me voir, et ma propre famille prétendait ne pas me connaître quand cela arrangeait leur image. La nuit dernière n'était différente que par le degré, pas par la nature. Ils m'avaient toujours traité de cette façon. Le gala l'a juste rendu public. J'ai fini monter et vérifié l'heure. 7h15, la réunion était dans 75 minutes. Mon téléphone a vibré avec des messages du groupe de discussion familiale. Ma mère se plaignait du traiteur du gala. Étienne se vantait d'une conversation qu'il avait eue avec le PDG Henri. Delphine postait des photos d'elle dans sa robe de créateur. Aucun d'eux ne m'a mentionné du tout. Puis un nouveau message est apparu d'Étienne, grosse réunion chez Aurelius Tech ce matin. Le partenaire fondateur veut discuter du contrat de 3 milliards d'euros. Ça pourrait être énorme pour ma carrière. Il n'avait aucune idée que le partenaire fondateur était sa sœur, la sœur qu'il avait appelée le personnel devant une centaine d'inconnus. J'ai posé mon téléphone et pris mon sac. Il était temps d'aller travailler. Le trajet jusqu'au siège a duré 20 minutes. Le bâtiment s'élevait sur 42 étages au-dessus du centre-ville, tout en verre, en acier et en ambition. J'avais aidé à concevoir cette tour dans ses premières phases, chaque plan d'étage, chaque salle de réunion, chaque œuvre d'art dans le hall portait mes empreintes quelque part. Le gardien de sécurité à l'accueil a hoché la tête en me voyant passer. « Bonjour, mademoiselle Leclerc. » Les personnes qui travaillaient directement avec l'autorité fondatrice savaient qui j'étais, mon assistante de direction, mon équipe juridique, une poignée d'ingénieurs seniors qui étaient avec moi depuis le début. Ils gardaient mon secret parce qu'ils en comprenaient la valeur. Dans une entreprise de cette taille, l'anonymat était le pouvoir. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 42e étage. La salle de conférence était déjà prête, une longue table entourée de fauteuils en cuir, un écran affichant le logo de l'entreprise. Dans moins d'une heure, cette salle serait remplie de personnes qui m'avaient sous-estimé pendant des années. Je me suis assise au bout de la table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les documents du contrat brillaient sur l'écran. 3 milliards d'euros. Le plus gros contrat gouvernemental de l'histoire de notre entreprise. Et chaque signature nécessitait mon approbation. La porte s'est ouverte et mon assistante est entrée. « Il commence à arriver », dit-elle. « Je les fais monter ?» J'ai hoché la tête. « Faites-les venir. » Un par un, ils sont entrés, chef de département et vice-président, conseiller juridique et directeur financier. Ils ont pris place avec l'énergie nerveuse d'étudiants attendant un examen. Le PDG Henri Martel est arrivé en dernier, l'air légèrement agité. Il avait clairement passé la matinée à essayer de comprendre qui avait convoqué cette réunion et pourquoi. Quand mon frère Étienne a franchi la porte, suivi de Delphine, j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer pour la première fois de la matinée. Il portait son costume le plus cher, celui qu'il gardait pour les occasions où il voulait impressionner. Il a balayé la pièce du regard, a hoché la tête à Henri et a pris un siège près du milieu de la table. Puis il m'a remarqué, assise au bout. Son visage est passé par plusieurs expressions en succession rapide, confusion,
agacement, dédain. Ariane, dit-il, qu'est-ce que tu fais ici? Cette réunion est réservée aux cadres. Delphine se pencha pour lui murmurer quelque chose, probablement un commentaire sur ma tenue ou mon audace de me présenter sans y être invité. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable, l'ai connecté à l'écran principal et j'ai regardé mes identifiants apparaître en gras pour que tout le monde les voie. Ariane Leclerc. Partenaire fondatrice. Actionnaire majoritaire. 58% des parts. La salle est devenue absolument silencieuse. Henri Martel est devenu blême. La bouche d'Étienne s'est ouverte. Delphine avait l'air de pouvoir s'évanouir. J'ai croisé les mains sur la table et les ai regardés chacun leur tour. Cette réunion, dis-je calmement, a été convoquée par l'autorité fondatrice. Et aujourd'hui, je ne reste plus silencieuse. Le silence dans cette salle de conférence était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation dans les conduits. 30 personnes étaient assises, figées dans leurs fauteuils en cuir, fixant l'écran où mon nom et mon pourcentage de participation brillaient en lettres de 10 cm de haut. Henri Martel s'est levé si vite que sa chaise a roulé en arrière et a heurté le mur. Ce doit être une sorte d'erreur, dit-il, sa voix se brisant sur le dernier mot. Je l'ai regardé comme on regarderait un enfant qui vient de réaliser que le Père Noël n'existe pas. Henri, avez-vous jamais lu les notes de bas de page de votre contrat de travail? La clause de l'autorité fondatrice y figure depuis le premier jour. Vous n'avez simplement jamais pensé qu'elle aurait de l'importance. Autour de la table, les cadres vérifiaient frénétiquement leurs téléphones et tablettes, consultant les registres de l'entreprise, cherchant la confirmation de ce qu'ils voyaient. Un par un, leurs visages ont changé à mesure que la vérité s'imposait. Étienne secoua la tête comme un chien essayant de se débarrasser de l'eau dans ses oreilles. Ariane, qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Tu ne peux pas être la fondatrice. Je me suis tourné pour lui faire face directement pour la première fois. Le frère qui m'avait appelé le personnel moins de 12 heures auparavant. Le frère qui avait tout reçu, pourquoi j'avais travaillé 2 fois plus dur. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, assis là dans son costume cher, avec la sueur qui commençait à perler sur son front. Je ne plaisante pas, ai-je dit. Je n'ai jamais plaisanté sur quoi que ce soit qui vaille 3 milliards d'euros. Delphine a attrapé le bras d'Étienne. Son visage était passé de la confusion à l'horreur à mesure que les implications commençaient à se faire jour. La nuit dernière, elle avait dit à tout le monde au gala que je n'étais pas en tenue réglementaire, que j'aurais dû utiliser l'entrée de service, que les gens comme moi devaient connaître leur place. Maintenant, elle était assise dans une salle de conseil où je possédais plus de la moitié de tout. Un vice-président que je reconnaissais à peine s'est éclairci la gorge. Nous pensions que vous étiez quelqu'un du service de soutien, dit-il doucement. Toutes ces années, nous n'avions aucune idée. Je sais, ai-je dit. C'était le but. Henri était toujours debout, ses mains agrippant le bord de la table comme s'il risquait de tomber sans soutien. Mais pourquoi? Pourquoi le cacher? Vous auriez pu avoir des bureaux, des assistants, tout ce que vous vouliez. Je voulais voir qui étaient vraiment les gens, ai-je dit. Et j'ai vu beaucoup de choses. La porte s'est ouverte et mes parents sont entrés. Ils avaient reçu un message indiquant que leurs enfants étaient dans une réunion importante et avaient apparemment décidé de venir offrir leur soutien moral. Ma mère souriait déjà de son sourire public, celui qu'elle arborait quand elle voulait impressionner des étrangers. Mon père a regardé autour de la pièce avec l'expression satisfaite d'un homme qui croyait avoir sa place partout où son fils était invité. Puis ils m'ont vu, assise au bout de la table. Le sourire de ma mère s'est figé. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Ariane est-elle assise là? Mon père a froncé les sourcils. Est-ce une sorte d'erreur administrative? Ariane, lève-toi et laisse les vrais dirigeants prendre leur place. Les cadres autour de la table ont échangé des regards mal à l'aise. Plusieurs d'entre eux se sont agités sur leurs chaises, manifestement incertains de la manière de gérer la situation. Ils venaient d'apprendre que je possédais leur entreprise, et maintenant mes parents me traitaient comme une enfant qui s'était trompée de classe. Je suis resté exactement où j'étais. Il n'y a pas d'erreur, ai-je dit. J'ai convoqué cette réunion. Je possède 58% de cette entreprise. Et j'ai des choses à discuter avec l'équipe de direction. Ma mère a ri, un son nerveux et aigu. Ariane, ma chérie, quel que soit ce jeu, ce n'est pas approprié. Nous sommes dans un cadre professionnel. Maman, dit Étienne, la voix tendue, regarde l'écran.
Ma mère s'est retournée et a vu mon nom affiché à côté du pourcentage de participation. La couleur a quitté son visage. J'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux, un recalcul rapide de tout ce qu'elle pensait savoir sur ses enfants. Mon père a fixé l'écran un long moment, puis m'a regardé, puis de nouveau l'écran. Sa mâchoire s'est contractée, mais aucun mot n'est sorti. Je les ai laissés absorber. 20 ans à être rejeté, négligé, à m'entendre dire que j'étais trop ambitieuse pour mon propre bien. 20 ans à regarder mon frère échouer vers le haut pendant que je bâtissais un empire en secret. Tout cela, compressé en ce seul moment de révélation. Henri a finalement retrouvé sa voix. Mademoiselle Leclerc, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. J'ai secoué la tête. Tout ce que j'ai à dire peut être dit devant tout le monde, y compris ma famille. Je me suis levé et me suis dirigé vers l'écran de présentation. En quelques clics, j'ai affiché un nouveau document. Ce n'était pas le contrat. C'était quelque chose que je compilais depuis des années. Voici un résumé des préoccupations que j'ai eues concernant la direction de l'entreprise, ai-je dit. Soyons clairs. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour la responsabilité. La liste est apparue à l'écran. Rotation du personnel féminin en hausse de 62% en 3 ans. 17 plaintes pour harcèlement déposées et ignorées. 3 rapports de lanceurs d'alerte enterrés par les RH. Irrégularité dans les notes de frais totalisant plusieurs centaines de milliers d'euros. Des dépenses de représentation client qui feraient rougir une entreprise du CAC 40. Le visage d'Henri est passé de blême à gris. J'ai observé, ai-je dit doucement. J'ai toujours observé. Étienne s'est levé, me pointant du doigt. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement entrer ici et commencer à accuser les gens de choses. Nous sommes ta famille. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. La nuit dernière, tu m'as dit d'utiliser l'entrée de service. Tu m'as appelé le personnel devant une centaine de personnes. Tu t'es tenu à 1 mètre de moi et tu as prétendu que nous ne nous étions jamais rencontrés. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Vous n'êtes pas ma famille dans cette pièce, ai-je continué. Vous êtes un employé dont le poste est actuellement en cours d'évaluation. Delphine a éclaté en sanglots. Ce n'est pas juste. Je ne savais pas. Comment étais-je censé savoir? Un vice-président près du bout de la table a pris la parole. Avec tout le respect que je vous dois, madame, vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était pour la traiter avec une décence élémentaire. La pièce est redevenue silencieuse. J'ai regardé mes parents, qui n'avaient pas bougé de l'embrasure de la porte. Ma mère s'agrippait au bras de mon père comme si elle risquait de s'effondrer sans soutien. Le visage de mon père s'était durci en quelque chose que je reconnaissais de mon enfance, cette expression qu'il arborait quand il essayait de comprendre comment reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait échappé. Ariane, dit mon père lentement, nous devons parler de cela en famille, en privé. J'ai secoué la tête. Nous parlons en famille depuis 30 ans. Ça n'a pas aidé. Je me suis retourné vers la salle. Le PDG Martel est suspendu en attendant un examen indépendant des pratiques de l'entreprise. Je nommerai une équipe de direction par intérim cet après-midi. Tous les projets en cours continuent normalement. Étienne a frappé la table de sa main. Et moi? Et mon poste? Votre poste, ai-je dit, vous a été donné en raison de relations familiales, pas en raison de qualifications. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu es en train de tout détruire. Je l'ai regardé fixement. Je ne détruis rien. Je suis enfin en train de construire quelque chose qui fonctionne. Ma mère s'est avancée, les larmes coulant sur son visage. Ariane, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Pense à la famille. J'ai pensé à la famille, ai-je dit. Chaque fois que vous m'avez dit que j'étais trop sensible. Chaque fois que vous avez payé pour les erreurs d'Étienne avec de l'argent qui aurait pu m'aider. Chaque fois que vous m'avez regardé sans me voir comme si je n'étais pas là. J'ai fait une pause, sentant le poids de 30 ans peser sur ma poitrine. J'ai fini de penser à la famille de la manière que vous voulez, ai-je dit. À partir de maintenant, je pense à moi. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la porte. En passant devant mes parents, ma mère a tendu la main et a attrapé mon bras. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Nous ne savions pas. J'ai regardé sa main sur ma manche, puis son visage. C'est exactement le problème, ai-je dit. Vous n'avez jamais essayé de savoir.
Je me suis libéré et je suis sorti de la salle de conférence, laissant 30 personnes assises dans un silence stupéfait derrière moi. Mes talons résonnaient sur le sol poli alors que je me dirigeais vers l'ascenseur. Demain, il y aurait des réunions, des négociations et des décisions à prendre. Mais pour l'instant, j'avais juste besoin de respirer. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et je me suis appuyé contre le mur, regardant les étages défiler, 41, 40, 39. Quelque part au-dessus de moi, ma famille essayait de comprendre comment tout avait changé si vite. Ils passeraient probablement les prochaines heures à se disputer pour savoir de qui était la faute, comment ils avaient pu manquer les signes, ce qu'ils devaient faire pour arranger les choses. Aucun d'eux ne réaliserait que la seule chose qui avait changé était leur perception. J'avais toujours été cette personne. Ils n'avaient simplement jamais pris la peine de regarder. Mon pantou semblait différent quand je suis rentré cet après-midi. Les mêmes lignes épurées, les mêmes tons de bois chaleureux, la même vue sur la ville que j'avais bâtie en observant. Mais quelque chose avait changé en moi, et chaque surface familière le reflétait. Je suis resté longtemps devant le miroir du couloir. La femme qui me regardait venait de faire quelque chose sans précédent. Elle était entrée dans une pièce pleine de gens qui la sous-estimaient et en était sortie avec leur avenir entre ses mains. Mais ses yeux n'avaient pas l'air triomphants. Ils avaient l'air fatigués. Fatigués et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je me suis changé et je me suis préparé une tasse de tisane à la camomille, celle que ma grand-mère avait l'habitude de faire quand j'étais petite, avant qu'elle ne décède et n'emporte avec elle la seule personne de ma famille qui ait jamais semblé me voir clairement. La lumière de l'après-midi filtrait à travers mes fenêtres alors que j'étais assise sur le canapé et que je me laissais souvenir. J'avais 11 ans la première fois que j'ai réalisé que j'étais invisible pour mes parents. Étienne venait de gagner un concours d'orthographe à l'école, et ma mère organisait un dîner de célébration. Elle m'a demandé d'aider à mettre la table, puis à faire la vaisselle, puis à aider à nettoyer après, pendant que le reste de la famille était assis dans le salon à parler de l'avenir brillant d'Étienne. La même semaine, j'avais obtenu le meilleur score de ma classe à un test de mathématiques standardisé. Quand j'ai montré les résultats à mon père, il a jeté un coup d'œil au papier et a dit « C'est bien, ma chérie », sans lever les yeux de son journal. J'ai appris très tôt que les réussites étaient mesurées différemment pour les fils et les filles dans ma famille. Les succès d'Étienne étaient célébrés, les miens étaient attendus. Et s'ils n'étaient pas attendus, ils étaient ignorés. Les souvenirs continuaient d'affluer, sans y être invités. 14 ans, demandant la permission de participer à un camp de codage d'été. Trop cher, a dit ma mère, bien qu'il venait de payer pour qu'Étienne participe à une retraite de leadership qui coûtait 2 fois plus cher. 16 ans, remportant un concours de bourse et obtenant un bref signe de reconnaissance avant que la conversation ne revienne aux candidatures universitaires d'Étienne. 18 ans, occupant 3 emplois pour payer mes propres études, pendant que mes parents m'appelaient chaque semaine pour me dire à quel point ils étaient fiers de mon frère. J'ai grandi dans une maison où j'étais physiquement présente mais émotionnellement effacée. Mon rôle était de soutenir, de servir, de faciliter la vie de tout le monde. Quand j'avais mes propres besoins, on me disait que j'étais égoïste. Quand j'avais mes propres rêves, on me disait que j'étais irréaliste. Mon téléphone a vibré, me tirant du passé. Un message de ma mère, Ariane, nous devons parler. Rappelle-moi immédiatement. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai posé le téléphone face contre la table basse. Pas encore. Je n'étais pas prête à entendre les justifications qu'ils avaient préparées. Un autre message, celui-ci de mon père, ce que tu as fait aujourd'hui est inacceptable. Tu as embarrassé toute la famille. Nous t'attendons à dîner ce soir pour en discuter correctement. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Même maintenant, après tout ce qui avait été révélé, il donnait encore des ordres, s'attendant toujours à ce que je rentre dans le rang, me traitant toujours comme une enfant capricieuse qui devait être corrigée. Le téléphone a vibré à nouveau. Delphine, cette fois, salut Ariane, je sais que les choses ont été intenses aujourd'hui, mais nous devrions mettre les choses au clair. Honnêtement, je n'avais aucune idée de qui tu étais au gala. Si j'avais su, évidemment, je t'aurais traité différemment. J'ai lu ce message 3 fois. Si j'avais su. Les mots se sont coincés dans ma gorge comme du verre brisé. Elle ne s'excusait pas pour la façon dont elle m'avait traité. Elle s'excusait de ne pas avoir réalisé que j'étais assez importante pour être bien traitée. C'était toujours le problème avec ma famille. Ils mesuraient le respect en termes de statut. J'étais la fille silencieuse qui travaillait trop dur et ne semblait jamais arriver à rien,
donc je ne méritais rien. Maintenant qu'il savait que j'étais riche et puissante, soudainement, il voulait mettre les choses au clair. Soudainement, il voulait parler. J'ai mis ma veste et je suis sorti. J'avais besoin de marcher, de bouger, de sentir autre chose que cette douleur creuse qui s'était accumulée dans ma poitrine toute la journée. Le quartier autour de mon immeuble était calme à cette heure, tout en rue bordée d'arbres et d'immeubles haussmanniens. J'ai passé un petit parc où une mère poussait sa fille sur une balançoire, toutes deux riant de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. La petite fille regardait sa mère avec une adoration pure, et sa mère la regardait en retour avec la même. Je me demandais ce que ça faisait, d'être regardé comme si on comptait simplement parce qu'on existait. D'être aimé sans avoir à le mériter encore et encore. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Cette fois, c'était un SMS d'Étienne. « Ariane, nous devons parler tout de suite. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à ma carrière ? J'avais une promotion en vue. Henri allait l'annoncer le mois prochain. Tu viens de détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Je me suis arrêté et j'ai relu le message. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. Comme si son poste avait été gagné par le talent et le dévouement plutôt que par les relations familiales et les opportunités héritées. Comme s'il avait jamais travaillé moitié moins dur que moi pour quoi que ce soit dans sa vie. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qu'il serait prêt à entendre. Quand je suis rentré à mon appartement, le soleil se couchait sur la ville. Je me suis préparé un dîner simple et je l'ai mangé seul au comptoir de ma cuisine, regardant les lumières s'allumer dans les bâtiments de l'autre côté de l'horizon. Quelque part là-bas, des millions de personnes menaient leur vie, faisant face à leur propre famille, leurs propres déceptions, leurs propres moments de triomphe et de désespoir. Mon téléphone était plein de messages maintenant. 12 appels manqués de divers membres de la famille. SMS après SMS exigeant des explications, des excuses, une action immédiate. Pas un seul d'entre eux ne m'a demandé comment je me sentais. Pas un seul ne s'est demandé ce qu'il m'avait coûté de garder ce secret si longtemps ou ce que cela signifiait que j'ai finalement décidé de le révéler. J'ai pris le téléphone et j'ai tapé une seule réponse au groupe de discussion familiale, « Je ne suis pas disponible ce soir. Nous pourrons parler quand je serai prête. » Puis j'ai éteint le téléphone et je suis allé m'asseoir près de la fenêtre. La ville scintillait en dessous de moi comme un circuit imprimé, toutes ces petites lumières représentant des vies que je ne connaîtrais jamais. J'avais passé 30 ans à essayer de me rendre visible aux yeux de gens déterminés à ne pas me voir. J'avais atténué ma propre lumière pour ne pas éclipser personne, gardé mes réussites cachées pour que personne ne se sente menacé, me suis faite petite pour que les autres puissent se sentir grands. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté ? Une famille qui m'appelait le personnel lors d'un événement public. Des parents qui donnaient des ordres au lieu d'offrir de l'amour. Un frère qui mesurait sa propre valeur à la manière dont il réussissait à diminuer la mienne. J'ai pensé à l'email du groupe Norrington qui attendait dans ma boîte de réception. Le contrat de 3 milliards d'euros qui allait tout changer. Demain matin, il y aurait des négociations à finaliser, des documents à signer, une entreprise à restructurer. Mais ce soir, je suis simplement resté assise dans l'obscurité et je me suis laissé sentir le poids de ce qui s'était passé. Non pas le triomphe d'être enfin vu, mais le chagrin de comprendre que j'avais été invisible si longtemps. Quelque chose avait changé en moi pendant cette confrontation dans la salle de conseil. La partie de moi qui avait toujours espéré que ma famille finirait par reconnaître ma valeur s'était enfin tue. À sa place, il y avait quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus certain. Je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais besoin de rien de qu'ils s'étaient révélés incapables de donner. Demain, je commencerai à construire la vie que je voulais vraiment. Ce soir, je pleurais la vie que j'avais attendue, celle où ma famille m'aimait comme les familles sont censées s'aimer. Je me suis endormi sur le canapé quelque temps après minuit, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de devoir faire mes preuves auprès de qui que ce soit. L'invitation est arrivée le lendemain matin, livrée non pas comme une demande, mais comme une convocation. Le SMS de ma mère disait simplement « Dîner ce soir à 18h. Nous avons des choses à discuter. » Je savais ce que c'était. Je l'avais déjà vu. Chaque fois que je sortais du rôle qu'ils m'avaient assigné, la famille se rassemblait et me rappelait ma place. Ils utiliseraient la culpabilité, l'obligation et le poids de l'histoire partagée pour me ramener à la forme qu'ils préféraient. Une partie de moi voulait l'ignorer, rester à la maison dans mon appartement calme et les laisser mariner dans leur confusion. Mais une autre partie savait que fuir ne ferait que retarder l'inévitable.
Si j'en avais vraiment fini d'être invisible, je devais les affronter directement. Je suis arrivé chez mes parents à 18 heures précises. La maison de style colonial était la même que toujours, avec sa pelouse bien entretenue et son drapeau français près de la porte d'entrée. Mais remonter cette allée familière était différent maintenant. Je n'étais pas la fille en difficulté venant rendre compte de sa vie modeste. Je n'étais pas l'aide familiale arrivant pour servir, nettoyer et disparaître en arrière-plan. J'étais la femme qui possédait la carrière de leur fils. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle portait ses plus belles perles, celles qu'elle gardait pour les occasions importantes. Son sourire était tendu. « Entre, dit-elle. Tout le monde est déjà là. » La table de la salle à manger avait été dressée avec la porcelaine fine, les pièces qui ne sortaient que pour les fêtes et les invités. Mon père était assis au bout de la table, son expression indéchiffrable. Étienne et Delphine occupaient leurs places habituelles, tous deux me regardant avec un mélange de lassitude et de ressentiment. J'ai pris le siège vide au bout, face à mon père de l'autre côté de la longue table. Personne n'a parlé pendant que ma mère apportait les plats, poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, tous mes plats d'enfance préférés, transformés en une arme de fausse chaleur. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge. Ce que tu as fait hier était irresponsable. J'ai déplié ma serviette. Ah oui? Tu as humilié ton frère devant ses collègues. Tu as miné le PDG d'une grande entreprise. Tu as ridiculisé notre famille devant des gens qui comptent. J'ai pris ma fourchette. Aucune de ces personnes n'a été dupée, ai-je dit. Ils savaient déjà exactement qui vous étiez. Hier n'a fait que le rendre officiel. Delphine s'est penchée en avant. Ce n'est pas juste, Ariane. Je n'avais aucune idée de qui tu étais au gala. Si tu nous l'avais simplement dit, rien de tout cela ne serait arrivé. Je l'ai regardé fixement. Si je vous l'avais dit, vous m'auriez traité différemment. C'est exactement le problème. Vous auriez dû bien me traiter, quoi qu'il arrive. Ma mère a posé son verre d'eau avec plus de force que nécessaire. Nous t'avons toujours bien traité. Nous t'avons donné un foyer, une éducation, des opportunités que ton père et moi n'avons jamais eues. Vous m'avez donné des attentes, ai-je dit. Vous m'avez donné un rôle, la fille silencieuse qui aide et ne cause pas de problème. Celle qui regarde pendant que son frère reçoit tout sur un plateau. Étienne a frappé la table de sa main. J'ai mérité ma place chez Aurelius Tech. J'ai travaillé pendant des années pour construire des relations avec ces gens. Tu as travaillé pour construire des relations avec des gens qui pensaient te rendre service, ai-je dit. À cause des relations familiales. Parce qu'ils pensaient que t'aider leur donnerait accès à quelque chose de précieux. Ils avaient raison, en fait. Ce n'était juste pas toi. Le silence s'est fait à table. Les yeux de ma mère étaient humides. Le visage de mon père était devenu rouge. Étienne avait l'air de vouloir renverser les meubles. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? La voix de ma mère était à peine un murmure. Nous faire du mal. Nous faire payer pour une offense imaginaire. Imaginaire. Le mot flottait dans l'air entre nous. Quand j'avais 16 ans, ai-je dit lentement, je travaillais 40 heures par semaine au restaurant du centre-ville pour économiser de l'argent pour l'université. Chaque vendredi, je ramenais ma paie et j'en mettais la moitié dans un bocal dans mon placard. Un jour, ce bocal était vide. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à cet argent? Personne n'a répondu, mais j'ai vu les yeux de mon père vaciller. Tu l'as pris, ai-je dit. Tu m'as dit que tu en avais besoin pour l'assurance de la voiture d'Étienne. Tu as dit que tu me rembourserais. C'était il y a 14 ans. Je n'en ai jamais revu la couleur. Nous traversions une période difficile, a dit ma mère. L'entreprise de ton père avait des difficultés. Nous n'avions pas le choix. Vous aviez le choix. Vous ne m'avez simplement pas choisi. La pièce semblait plus petite, d'une certaine manière, les murs se refermant sur nous. Ma famille avait passé 30 ans à me convaincre que mes souvenirs étaient exagérés, mes sentiments excessifs, mes besoins secondaires à ceux de tous les autres. Et je les avais crus pendant si longtemps. Ariane, dit mon père, sa voix basse et dangereuse, tu dois réfléchir attentivement à ce que tu fais. Cette entreprise, ce pouvoir que tu as soudainement, ça ne change pas qui tu es. Tu es toujours notre fille. Tu dois toujours le respect à cette famille. Je ne dois rien à cette famille, ai-je dit. Chaque bonne chose que j'ai, je l'ai construite moi-même.
Pendant que vous investissiez dans les échecs d'Étienne, je travaillais 18 heures par jour. Pendant que vous célébriez sa médiocrité, je créais quelque chose qui compte vraiment. Étienne s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu te crois meilleur que moi. Tu penses que l'argent te rend spécial? Je pense que l'argent permet de voir plus clairement, ai-je dit. Quand j'étais fauché, je me disais que vous me traitiez peut-être mal à cause du stress, de la pression financière, parce que les circonstances étaient difficiles. Mais les circonstances ne sont plus difficiles. Je pourrais acheter cette maison 100 fois, et vous me traitez toujours comme une employée. Delphine s'est mise à pleurer. Ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent, sanglota-t-elle. On ne tourne pas le dos aux gens qui vous ont élevé. Je l'ai regardé, cette femme qui m'avait appelé le personnel lors d'un événement public moins de 48 heures auparavant. Les familles se protègent les unes les autres, ai-je dit. Les familles s'élèvent les unes les autres. Qu'avez-vous jamais fait pour me protéger? Personne n'avait de réponse. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Demain, j'ai des réunions concernant le contrat de 3 milliards d'euros. Celui qui déterminera l'avenir de l'entreprise où travaille Étienne. Je prendrai des décisions qui affecteront des centaines d'employés et leurs familles. Et je prendrai ces décisions en fonction de ce qui est le mieux pour l'entreprise, pas de ce qui est le mieux pour quiconque assis à cette table. Le visage de mon père est devenu blême. Tu ne peux pas écarter ton frère de sa propre carrière. Je peux faire ce que je veux, ai-je dit. C'est ce que signifie posséder 58% des parts. Je me suis dirigé vers la porte. Ma mère m'a appelé, sa voix se brisant. Si tu pars maintenant, ne t'attends pas à ce que nous t'accueillions à nouveau. Je me suis retourné et je l'ai regardé une dernière fois. La femme qui m'avait mis au monde, m'avait élevé et avait passé 3 décennies à me faire sentir que je n'étais jamais tout à fait assez bien. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de vous il y a des années, ai-je dit. C'est la seule raison pour laquelle j'ai survécu. Je suis sorti dans l'air du soir. Le ciel était sombre maintenant, et quelque part dans la rue, un chien aboyait. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit longtemps, sans destination particulière, juste en me déplaçant dans la nuit. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'ai vérifié mon téléphone. Un message de ma mère, ne nous embarrasse plus. Je l'ai supprimé sans répondre. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles négociations, de nouvelles occasions de prouver de quoi j'étais capable. Mais ce soir, j'avais fait quelque chose qui comptait plus que n'importe quel contrat commercial. J'avais enfin cessé de demander une place à leur table. Le lendemain de ce dîner désastreux, je me suis réveillé avec 17 messages sur mon téléphone. La plupart provenaient de membres de la famille exigeant des explications, des excuses ou des concessions immédiates. Mais un se démarquait, un email du groupe Norrington confirmant que leur équipe de direction arriverait au siège d'Aurelius Tech pour les négociations finales du contrat. Je me suis habillé avec soin, choisissant un tailleur bleu marine qui transmettait l'autorité sans ostentation. C'était le jour où tout deviendrait officiel, le contrat de 3 milliards d'euros, mon identité en tant que partenaire fondatrice, la restructuration qui remodèlerait l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Quand je suis arrivé au siège, le hall bourdonnait déjà d'une énergie nerveuse. La nouvelle de la révélation d'hier s'était répandue, et les employés qui ne m'avaient jamais accordé un second regard m'étudiaient maintenant avec un mélange de curiosité et de peur. La salle de conférence du 39e étage avait été préparée pour l'occasion. Des représentants des 2 entreprises prenaient place. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la rangée de chaises VIP près du fond. Mes parents, Étienne et Delphine étaient tous là, assis ensemble, avec des expressions allant du défi à la terreur. J'ai appris plus tard qu'ils avaient reçu un message urgent du PDG Henry expliquant que le partenaire fondateur voulait que toutes les personnes liées à l'incident du gala soient présentes pour cette réunion. Ils pensaient être convoqués pour une cérémonie de réconciliation, une occasion d'arranger les choses et de reprendre leur place dans la hiérarchie familiale. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans un règlement de compte. Je suis entré par la porte principale plutôt que par mon entrée privée habituelle. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Les dirigeants de Norrington se sont levés immédiatement, suivis un instant plus tard par le personnel d'Aurelius Tech, qui s'adaptait encore à la nouvelle réalité. Ma famille est restée assise. Ils me fixaient avec des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Pas de la honte, exactement, plutôt le regard de joueurs qui viennent de réaliser que les cartes étaient truquées contre eux depuis le début. Étienne se pencha pour murmurer quelque chose à Delphine. Son visage était pâle et je pouvais voir la sueur perler à la racine de ses cheveux.
Quel que soit le plan qu'il avait préparé, quel que soit le coup qu'il pensait pouvoir jouer pour sauver sa position, il s'effondrait en temps réel. Le PDG de Norrington, un homme aux cheveux argentés nommé Charles Beaumont, a traversé la pièce pour me serrer la main. Mademoiselle Leclerc, dit-il chaleureusement, nous attendions cette réunion avec impatience depuis des mois. Votre vision de ce partenariat est extraordinaire. Merci, ai-je dit. Je crois qu'aujourd'hui marquera le début de quelque chose de significatif pour nos deux entreprises. Derrière moi, j'ai entendu ma mère murmurer à mon père, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la traite-t-il comme ça ?» Mon père n'a pas répondu. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pas tout à fait respectueuse, pas tout à fait craintive. Quelque chose entre les deux. La réunion a commencé par des présentations formelles, mais je pouvais sentir la présence de ma famille comme un poids au fond de la pièce. Chaque fois que je parlais, chaque fois que les dirigeants de Norrington s'en remettaient à mon jugement ou demandaient mon avis, je sentais leur malaise grandir. Au milieu de la session, Étienne s'est levé. « Excusez-moi, dit-il, sa voix portant à travers la pièce. J'ai quelques questions sur le calendrier de mise en œuvre. » Plusieurs personnes se sont tournées pour le regarder. Un des vice-présidents de Norrington a froncé les sourcils. « Et vous êtes ?» Étienne Valois, dit mon frère, bombant le torse. Responsable du développement stratégique chez Aurelius Tech. Le vice-président m'a jeté un coup d'œil, puis est revenu à Étienne. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Valois, il s'agit d'une négociation au niveau des dirigeants. Vos questions pourraient peut-être être abordées lors d'une réunion ultérieure. Le visage d'Étienne est devenu rouge. Je travaille sur ce partenariat depuis des mois. Je mérite de faire partie de cette discussion. Delphine lui a attrapé le bras, essayant de le faire rasseoir, mais il l'a repoussé. Charles Beaumont s'est éclairci la gorge. Il y a peut-être eu un malentendu. Notre contrat est spécifiquement avec Mademoiselle Leclerc. Elle est l'autorité fondatrice, l'actionnaire majoritaire et l'architecte de la plateforme que nous acquérons sous licence. Les contributions de monsieur Valois, bien que je sois sûr qu'elles soient précieuses, ne sont pas directement pertinentes pour ces négociations. La pièce est devenue très silencieuse. J'ai regardé l'expression d'Étienne passer par plusieurs étapes d'humiliation, le déni d'abord, puis la colère, puis une horreur naissante alors qu'il réalisait que chaque supposition qu'il avait faite sur sa propre importance était démantelée devant 50 témoins. Delphine pleurait silencieusement maintenant. Mes parents étaient assis, figés sur leur siège, semblant souhaiter pouvoir disparaître à travers le sol. Peut-être, ai-je dit doucement, que ma famille préférerait attendre dans le salon des cadres pendant que nous terminons cette partie de la réunion. Personne ne s'y est opposé. Un agent de sécurité est apparu pour les escorter dehors, et je les ai regardés passer devant moi sans croiser mon regard. Les épaules de ma mère tremblaient. Mon père marchait avec la posture rigide d'un homme qui se tenait debout par pure force de volonté. Étienne s'est arrêté à la porte et s'est retourné pour me regarder. Ses yeux étaient humides, et pendant un instant, je l'ai vu non pas comme l'enfant prodige qui avait tout reçu ce qui m'avait été refusé, mais comme un homme dont toute l'identité était bâtie sur une fondation qui venait de s'effondrer. « Ariane, murmura-t-il, pourquoi ?» J'aurais pu lui répondre de 100 manières différentes. J'aurais pu énumérer chaque affront, chaque mépris, chaque moment où il avait bénéficié d'un système conçu pour me diminuer. Mais ce que j'ai dit était plus simple que cela. Parce que quelqu'un devait dire la vérité, ai-je dit. Et j'étais fatigué d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. La porte s'est fermée derrière lui, et je me suis retourné vers la table de conférence. Maintenant, ai-je dit à Charles Beaumont, où en étions-nous ? Le reste de la réunion s'est déroulé dans un flou de termes contractuels et de structures de partenariat. Au moment où nous avons terminé, le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, et j'avais signé des documents valant plus que ce que mes parents gagneraient en plusieurs vies. Quand l'équipe de Norrington est partie, je suis resté seul dans la salle de conférence vide pendant un long moment. Le silence semblait différent maintenant, pas solitaire, mais mérité, comme le calme qui suit le passage d'une tempête. Mon téléphone a vibré avec un message de mon père, « Nous devons parler ce soir ». J'ai répondu par un seul mot, « Demain ». Puis j'ai rassemblé mes affaires et je suis rentré chez moi pour dormir mieux que je ne l'avais fait depuis des années. La réunion d'urgence du conseil d'administration que j'ai convoquée le lendemain matin ne portait pas sur des contrats ou des projections trimestrielles. Elle portait sur quelque chose de beaucoup plus fondamental. Je suis arrivé au siège avant l'aube, voulant avoir le temps de me préparer avant que quiconque n'arrive.
Le bâtiment était calme à 7 heures, tout en couloir vidé en ordinateurs endormis. J'ai traversé l'espace que j'avais aidé à créer, touchant les murs, regardant par les fenêtres la ville qui commençait à peine à se réveiller en dessous. À 8 heures, la salle de conférence était pleine. Chaque membre du conseil, chaque cadre supérieur, chaque personne ayant un pouvoir de décision chez Aurelius Tech. Ma famille était là aussi, assise dans les mêmes fauteuils VIP qu'ils avaient occupés la veille. Ils semblaient ne pas avoir dormi. Le maquillage de Delphine ne pouvait pas tout à fait cacher les poches sous ses yeux. Étienne vérifiait son téléphone, comme s'il attendait une nouvelle qui annulerait tout ce qui s'était passé. Je me suis dirigé vers l'avant de la pièce et j'ai attendu le silence. Merci à tous d'être venus, ai-je dit. Je sais qu'hier a été difficile pour beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons aborder des choses qui auraient dû l'être il y a des années. J'ai appuyé sur un bouton de mon ordinateur portable, et l'écran derrière moi s'est illuminé avec la première diapositive de ma présentation. Ce n'était pas des graphiques ou des données financières. C'était une photo de moi à 19 ans, travaillant de nuit dans un restaurant, les cheveux tirés en arrière et des taches de graisse sur mon tablier. Voici qui j'étais quand j'ai commencé à écrire le code qui est devenu le fondement de cette entreprise, ai-je dit. Je travaillais 60 heures par semaine dans des emplois au salaire minimum tout en suivant un programme complet de cours. Je n'avais pas de soutien familial. Je n'avais pas d'investisseur. J'avais une idée et la volonté de travailler plus dur que n'importe qui d'autre dans la pièce. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Une autre photo, celle-ci montrant un appartement exigu avec du matériel informatique étalé sur toutes les surfaces. C'est ici que le premier prototype a été construit. Mes colocataires pensaient que j'étais folle. Mes professeurs pensaient que je perdais mon temps. Ma famille ne savait même pas ce que je faisais parce qu'ils étaient trop concentrés sur le dernier projet de mon frère pour me poser des questions sur le mien. Autour de la pièce, les gens se sont agités, mal à l'aise. Mes parents fixaient l'écran avec des expressions que je ne pouvais pas lire. Je ne vous montre pas ces images pour demander de la sympathie, ai-je continué. Je vous les montre parce que je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Quand les gens me regardent aujourd'hui, ils voient la propriétaire d'une entreprise valant plusieurs milliards d'euros. Ils voient le pouvoir, l'argent et l'influence. Mais je me souviens de ce que c'était que d'être invisible, d'être rejeté, d'être traité comme quelqu'un qui n'avait pas d'importance parce que je n'avais pas encore prouvé ma valeur en des termes qu'ils pouvaient comprendre. J'ai fait défiler d'autres diapositives, des documents sur chaque promotion d'Étienne basés sur des relations familiales plutôt que sur des qualifications, des registres de plaintes déposés par des employés qui avaient été ignorés ou enterrés, des preuves d'irrégularité dans les notes de frais qui avaient été négligées parce que les bonnes personnes étaient impliquées. Cette entreprise a été bâtie sur une fondation d'innovation et de travail acharné, ai-je dit. Mais au fil des ans, elle a développé des problèmes. Pas des problèmes techniques. Des problèmes culturels. Et à partir d'aujourd'hui, ces problèmes vont être traités. Henri Martel a levé la main. Mademoiselle Leclerc, je veux vous assurer que tout problème de culture d'entreprise n'a jamais été intentionnel. Je l'ai regardé fixement. L'intention n'a pas d'importance, ai-je dit. L'impact, si. Et l'impact des décisions prises sous votre direction a été préjudiciable à de nombreux employés qui méritaient mieux. Je me suis tourné pour faire face à ma famille directement pour la première fois. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner la reconnaissance de gens déterminés à ne pas me voir, ai-je dit. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez, si j'accomplissais assez, vous finiriez par reconnaître que j'avais de la valeur. Mais je comprends maintenant que le problème n'a jamais été mes réalisations. Le problème était que vous aviez déjà décidé qui j'étais autorisé à être. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. Au gala, il y a 2 nuits, j'ai été appelé le personnel par ma propre famille. Devant des partenaires commerciaux, devant des collègues, devant des gens dont le respect est important pour l'avenir de cette entreprise. Ce moment a cristallisé quelque chose que j'essayais de comprendre depuis 30 ans. J'ai fait une pause, laissant le poids du silence remplir la pièce. Vous ne me voyez pas parce que vous ne vouliez pas me voir. Parce que me voir aurait signifié reconnaître que votre enfant prodige n'était pas réellement la personne la plus talentueuse de la famille. Que la fille que vous avez rejetée et négligée avait bâti quelque chose de plus grand que tout ce que vous pouviez imaginer. Cela aurait menacé l'histoire que vous aviez besoin de croire sur vos propres choix et priorités. Étienne s'est levé. Ariane, ce n'est pas le lieu pour des drames familiaux. Je l'ai regardé calmement. Tu as raison.
C'est un lieu de travail. Alors laissez-moi être clair sur les implications commerciales. J'ai cliqué sur une nouvelle diapositive, une liste de noms et de postes. À compter d'aujourd'hui, je mets en œuvre un examen complet de tous les postes de direction chez Aurelius Tech. Chacun sera évalué en fonction de ses contributions réelles, et non de ses relations. Ceux qui ont mérité leur poste resteront. Ceux qui ne l'ont pas mérité recevront un soutien pour passer à des rôles plus appropriés. Le visage d'Étienne est devenu blanc. Tu me vires? Je te donne l'occasion de faire tes preuves, par tes propres mérites, ai-je dit. Si tu es aussi talentueux que tu le crois, tu n'as rien à craindre. La pièce a éclaté en murmures. Les membres du conseil chuchotaient entre eux, les cadres vérifiaient leur téléphone. Mes parents étaient assis, figés, apparemment incapables de traiter ce qui se passait. J'ai élevé légèrement la voix. De plus, je crée un comité d'éthique indépendant pour examiner toutes les plaintes qui ont été déposées au cours des 5 dernières années. Toute personne qui a été lésée par des politiques ou des décisions qui ont privilégié la commodité à la justice aura l'occasion d'être entendue. Mademoiselle Leclerc, a dit l'un des membres du conseil, cela semble assez agressif. Peut-être qu'une approche plus mesurée. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Une approche mesurée est ce qui nous a amenés ici. Des femmes ont quitté cette entreprise parce que leurs préoccupations ont été ignorées. Des personnes talentueuses ont été écartées de la promotion parce qu'elles n'avaient pas les bonnes relations. Nous nous sommes mesurés jusqu'à la médiocrité, et cela s'arrête aujourd'hui. Personne d'autre n'a objecté. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Vous êtes les bienvenus pour rester et observer les réunions de restructuration cet après-midi. Mais je veux être clair sur quelque chose. Quoi qu'il arrive entre nous personnellement, cela n'aura aucun impact sur mes décisions professionnelles. Je ne fais pas cela par vengeance. Je fais cela parce que c'est juste. Étienne me regarda comme s'il voyait une étrangère, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. La petite sœur qui avait toujours accepté sa place au bas de la hiérarchie familiale n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas et ne pouvait pas contrôler. La réunion s'est terminée par une série d'annonces sur les changements de processus et les calendriers. Les gens sont sortis lentement, beaucoup s'arrêtant pour me serrer la main ou m'offrir des mots de soutien. Quelques cadres ont évité mon regard, calculant probablement comment la nouvelle réalité affecterait leur propre position. Ma famille est partie sans me parler. Je les ai regardés sortir ensemble, un groupe serré de griefs partagés et d'orgueil blessé. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de les suivre. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer ou de m'excuser d'avoir pris de la place. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers mon bureau, où le vrai travail de reconstruction allait commencer. La panique s'est installée rapidement. À midi ce même jour, mon téléphone était inondé de messages de parents que je connaissais à peine. Tantes, oncles et cousins qui ne s'étaient jamais intéressés à ma vie étaient soudainement très préoccupés par l'unité familiale et l'importance du pardon. Ma mère avait apparemment passé la matinée à appeler tout son carnet d'adresses, dépeignant une fille troublée qui s'était égarée et devait être ramenée dans le droit chemin. J'ai ignoré la plupart des messages, mais je les ai sauvegardés. Il y a quelque chose de clarifiant à voir la manipulation en noir et blanc, chaque SMS un petit témoignage de la profondeur du dysfonctionnement. Cet après-midi-là, Étienne s'est présenté à mon bureau sans prévenir. Mon assistante a essayé de l'arrêter, mais il l'a bousculé et a fait irruption dans mon bureau comme s'il avait encore de l'autorité ici. Nous devons parler, dit-il. Seul. J'ai fait un signe de tête à mon assistante, qui a fermé la porte à contre-cœur derrière elle. Étienne arpentait mon bureau, les poings serrés. Ça a été trop loin. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai bâti. Que as-tu bâti exactement, ai-je demandé doucement. Il a cessé d'arpenter et m'a regardé. Ma carrière. Ma réputation. Ma position dans cette entreprise. Tu veux dire la position que tu as reçue grâce aux relations familiales? La carrière qui t'a été offerte pendant que je bâtissais cette entreprise à partir de rien? Ce n'est pas juste. J'ai travaillé dur. Je me suis adossé à mon fauteuil. Je sais que tu le crois. Et peut-être que selon tes standards, tu as travaillé dur. Mais il y a une différence entre travailler dur quand toutes les portes sont déjà ouvertes, et travailler dur quand il faut construire les portes soi-même. Étienne a frappé mon bureau de sa main. Tu m'as toujours envié. Toujours été jalouse de ce que j'avais. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, exactement,
plutôt les dernières pièces d'un puzzle qui s'emboîtait. Je n'étais pas jalouse de ce que tu avais, ai-je dit. J'étais blessée par la manière dont cela t'a été donné. Chaque avantage, chaque opportunité, chaque seconde chance après chaque échec. Pendant ce temps, on me disait d'être reconnaissante pour des miettes, de revoir mes attentes à la baisse, d'accepter que certaines personnes obtiennent simplement plus que d'autres. Nos parents ont fait de leur mieux. Je les regardais fixement. Vraiment? Ou ont-ils fait ce qui était le plus facile? Investir en toi était facile parce que tu l'attendais. Investir en moi aurait signifié remettre en question leurs propres hypothèses sur ce que les filles sont censées vouloir et mériter. Étienne est resté silencieux un moment, puis son expression s'est durcie. D'accord, tu as gagné. C'est ce que tu voulais entendre? Tu as gagné. Maintenant, est-ce que les choses peuvent revenir à la normale? Il n'y a pas de retour en arrière, ai-je dit. Il n'y a que l'avenir. Il est parti sans un autre mot. Je l'ai regardé s'éloigner et n'ai ressenti qu'un soulagement las. Ce soir-là, mes parents ont essayé une approche différente. Ils se sont présentés à mon immeuble et ont convaincu le concierge de les laisser monter. Quand j'ai ouvert ma porte, ma mère était là avec un plat à gratin et des larmes coulant sur son visage. « On a fait ton plat préféré, dit-elle. S'il te plaît, laisse-nous parler. » Une partie de moi voulait fermer la porte, mais une plus grande partie reconnaissait que c'était une conversation qui devait avoir lieu, d'une manière ou d'une autre. Je les ai laissés entrer. Nous nous sommes assis dans mon salon, le plat à gratin intact sur la table basse entre nous. Mon père a regardé l'espace, comme s'il cataloguait des preuves. « Bel endroit, dit-il finalement. Depuis combien de temps vis-tu ici? 6 ans, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. 6 ans. Nous n'avions aucune idée que tu pouvais te permettre quelque chose comme ça. Vous n'avez jamais demandé. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Ariane, ma chérie, nous t'avons toujours aimé. Quoi que tu penses te souvenir de ton enfance, nous avons fait de notre mieux. Je sais que vous le croyez, ai-je dit. Mais votre mieux incluait de me dire que j'étais trop sensible quand je demandais les mêmes choses qu'Étienne. Votre mieux incluait de prendre mes économies sans demander et de ne jamais les rembourser. Votre mieux incluait 20 ans à me faire sentir que j'étais moins précieuse que mon frère. Nous n'avons jamais dit ça, a protesté mon père. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Vous me l'avez montré chaque jour. Le silence s'est étiré entre nous. Dehors, la ville bourdonnait de son bruit sans fin. Quelque part bien en dessous, les gens menaient leur vie, inconscients du petit drame qui se jouait 40 étages au-dessus d'eux. Ma mère a parlé la première. Que veux-tu de nous? Des excuses? Nous sommes désolés. Voilà. Nous sommes désolés pour tout ce que nous avons fait qui t'a fait te sentir comme ça. J'ai secoué la tête. Ce ne sont pas des excuses. C'est vous qui êtes désolés que je me sente mal, pas désolé pour ce que vous avez fait. Que pouvons-nous dire de plus? J'y ai réfléchi un long moment. Rien, ai-je dit finalement. Il n'y a rien que vous puissiez dire qui annulera 30 ans. Et je ne vous le demande pas. Je vous demande juste de comprendre pourquoi les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Mon père s'est penché en avant. Tu parles de couper les ponts avec ta propre famille. Pense à ce que cela signifie. J'y ai pensé, ai-je dit. Pendant très longtemps. Et j'ai réalisé quelque chose. La famille que tu me demandes de protéger est la famille qui m'a blessé. La famille qui m'a fait me sentir petite, sans valeur et invisible. Pourquoi voudrais-je y retourner? Parce que nous sommes tes parents, a dit ma mère, sa voix se brisant. Parce que c'est ce que font les familles. Elles pardonnent. Elles vont de l'avant. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait donné la vie et avait ensuite passé 30 ans à me faire sentir qu'elle ne valait pas tout à fait la peine d'être vécue. Je vous aime, ai-je dit. Tous les deux. Mais l'amour ne signifie pas accepter la maltraitance. Ça ne signifie pas prétendre que le mal n'a pas eu lieu. Et ça ne signifie pas sacrifier mon propre bien-être pour vous mettre à l'aise. Alors, que se passe-t-il maintenant, a demandé mon père. Maintenant, vous partez, ai-je dit. Et nous prenons du temps chacun de notre côté. Et peut-être, éventuellement, si vous pouvez démontrer que vous comprenez ce que vous avez fait et pourquoi c'était mal, nous pourrons essayer de construire quelque chose de nouveau. Mais je ne vais pas retenir mon souffle. Ils sont partis avec le plat à gratin. Ma mère pleurait.
Mon père marchait avec la posture rigide d'un homme qui ne pouvait pas décider s'il devait être en colère ou honteux. J'ai fermé la porte derrière eux et je suis resté dans mon appartement calme, seul avec mes choix. Demain, il y aurait des réunions, des décisions et le travail sans fin de la restructuration d'une entreprise. Mais ce soir, j'avais fait quelque chose de tout aussi important. J'avais dit la vérité à mes parents et je les avais laissés partir avec. Ce qu'ils feraient de cette vérité dépendait d'eux. La contre-attaque est arrivée 3 jours plus tard, plus rapide et mieux coordonnée que je ne l'avais prévu. Ça a commencé par un appel d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ariane, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude, la famille est vraiment inquiète pour toi. Ta mère dit que tu agis de manière erratique. Peut-être que tu devrais voir quelqu'un. Je vais bien, ai-je dit. Merci de t'inquiéter. C'est juste que, a-t-elle continué, les gens parlent. Ils disent que tu as eu une sorte de dépression nerveuse au travail, que tu essaies de détruire la carrière de ton frère par jalousie d'enfance. J'ai mis fin à l'appel et j'ai vérifié mes messages. 17 nouveaux SMS, tous des variations sur le même thème. Des membres de la famille que je connaissais à peine étaient soudainement des experts de mon état mental, tous suggérant gentiment que j'avais besoin d'aide, que je ne pensais pas clairement, que je devrais m'excuser auprès de mes parents et de mon frère avant de faire quelque chose que je regretterais. La campagne de diffamation avait commencé. J'ai passé la matinée à examiner les messages, non pas parce qu'ils me blessaient, mais parce que je voulais comprendre la stratégie. Ma famille avait décidé que s'ils ne pouvaient pas me contrôler directement, ils essaieraient de contrôler le récit. Ils diraient à tout le monde que la femme d'affaires à succès qui venait de signer un contrat de 3 milliards d'euros était en fait instable, vindicative, consumée par une jalousie mesquine. C'était une manœuvre intelligente, en fait. S'ils ne pouvaient pas diminuer mes accomplissements, ils pouvaient au moins essayer de diminuer mon caractère. J'ai appelé mon équipe juridique. Dans l'après-midi, nous avions préparé une réponse, une déclaration soigneusement formulée à distribuer à quiconque avait besoin de connaître la vérité. Des documents sur mes réussites professionnelles, y compris des dates et des chiffres qui pouvaient être vérifiés de manière indépendante. Des références de collègues et de partenaires qui avaient travaillé avec moi pendant des années. Mais la conversation la plus importante a eu lieu ce soir-là, lorsque j'ai reçu une visite inattendue. Hélène Martinez vivait dans l'appartement à côté de la maison de mes parents. Elle avait été ma voisine pendant la majeure partie de mon enfance, une institutrice à la retraite qui me donnait des biscuits et m'écoutait parler de mes rêves. Elle était l'une des rares adultes de mon passé qui ait jamais semblé se soucier sincèrement de mon bien-être. Elle s'est présentée à mon immeuble sans prévenir, et le concierge a appelé pour demander si je la recevrais. J'ai dit oui. Hélène avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, ses cheveux complètement blancs maintenant, mais ses yeux étaient vifs et gentils. Elle s'est assise sur mon canapé et a accepté une tasse de thé avant de dire quoi que ce soit. J'ai entendu ce qu'ils disent sur toi, dit-elle finalement. Ta mère a appelé la moitié du quartier hier, racontant à tout le monde que tu avais perdu la tête. Ça ne me surprend pas, elle a secoué la tête lentement. Je lui ai dit qu'elle avait tort. Je t'ai observé depuis que tu es toute petite, Ariane. J'ai vu à quel point tu as travaillé dur, le peu qu'ils t'ont donné, tout ce qu'ils attendaient de toi sans te plaindre. J'ai senti des larmes me piquer les yeux pour la première fois depuis des jours. Merci, ai-je dit. Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Je lui ai aussi dit autre chose, a continué Hélène. Je lui ai dit que je ne t'avais jamais vue aussi forte que tu sembles l'être en ce moment. Que quoi que tu fasses, cela ressemble aux actions de quelqu'un qui a enfin compris qui elle est. J'ai posé mon thé et j'ai regardé cette femme qui avait été plus gentille avec moi que mes propres parents. Ils essaient de me faire sentir folle, ai-je dit. Ils veulent que je doute de moi-même. Hélène a tendu la main et m'a tapoté la main. Doutes-tu de toi-même? J'y ai réfléchi honnêtement. Non. Je ne doute pas, alors leurs opinions n'ont pas d'importance. Elle a souri, le même sourire chaleureux dont je me souvenais de mon enfance. Les gens qui t'aiment verront la vérité. Et les gens qui croient à leurs mensonges n'ont jamais vraiment été de ton côté, pour commencer. Elle est partie quelques heures plus tard, mais ses paroles sont restées avec moi. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de mon frère. Il était plus long que tous ses messages précédents, et je pouvais dire qu'il avait passé du temps à le rédiger. Ariane, écrivait-il, je pense que nous avons mal commencé. Je sais que les choses ont été tendues entre nous, mais nous sommes toujours une famille. Nous ne devrions pas laisser des désaccords professionnels détruire notre relation.
Pouvons-nous nous rencontrer demain pour discuter de la manière d'aller de l'avant? Je suis prêt à faire des compromis. J'ai répondu par 3 phrases. Je suis ouverte à une rencontre. Mais je veux être clair sur quelque chose. Il n'y aura aucun compromis sur la restructuration. Nous pouvons discuter de notre relation personnelle, mais mes décisions professionnelles sont finales. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. D'accord, mais je pense que tu le regretteras. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Le lendemain matin, j'ai appris qu'Étienne avait passé la nuit à appeler les membres du conseil d'administration, essayant de rallier un soutien pour un vote de défiance envers ma direction. Il avait fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, suggérant des alliances qu'il n'avait aucune autorité pour offrir. Au moment où je suis arrivé au bureau, 3 cadres différents m'avaient transféré des enregistrements de ces appels. J'ai de nouveau appelé mon équipe juridique. À midi, Étienne avait reçu une notification officielle des ressources humaines. Son poste chez Aurelius Tech était en cours d'examen, en attendant une enquête sur sa tentative de saper la direction de l'entreprise. Il était mis en congé administratif avec effet immédiat. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Que as-tu fait ?» a-t-il exigé. « Tu ne peux pas virer ton propre frère. » Je ne l'ai pas viré. Il fait l'objet d'une enquête pour insubordination. Il y a une différence. C'est de la vengeance, pure et simple. Cela a des conséquences. Il y a une différence là aussi. Il m'a raccroché au nez. Je suis retourné au travail. Ce soir-là, j'ai reçu la confirmation du groupe Norrington que tous les termes du contrat avaient été finalisés. L'accord de 3 milliards d'euros était conclu. L'avenir de mon entreprise était assuré. Et malgré tout ce que ma famille avait essayé de faire, j'étais toujours debout. Je me suis permis un petit sourire en lisant l'email de confirmation. Ils avaient déclenché une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Le PDG du groupe Norrington, Charles Beaumont, est venu en personne pour la cérémonie de signature. C'était le genre d'événement qui serait normalement couvert par les publications économiques et les newsletters de l'industrie, mais j'avais demandé que la couverture médiatique soit réduite au minimum. Ce moment n'était pas une question de publicité, c'était une question d'achèvement. La salle de conférence avait été aménagée avec une attention particulière aux détails. Une longue table en acajou dominait l'espace, avec les documents du contrat disposés en pile nette au centre. Des représentants des 2 entreprises remplissaient les chaises de chaque côté, leurs expressions un mélange d'excitation et de soulagement que des mois de négociations aient enfin abouti. Je suis arrivé tôt et j'ai passé quelques minutes à regarder par la fenêtre la ville en dessous. Quelque part là-bas, ma famille était probablement en train de comploter son prochain coup. Mon frère était en congé administratif, sa carrière ne tenant qu'à un fil. Mes parents essayaient toujours de convaincre quiconque voulait bien les écouter que j'avais perdu la tête. Et Delphine avait commencé une campagne de rumeurs parmi les femmes de la haute société, suggérant que mon succès était en quelque sorte immérité ou suspect. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Quand Charles est arrivé, il a traversé la pièce pour me serrer la main. Mademoiselle Leclerc, c'est un jour historique pour nos 2 entreprises. Je suis d'accord, ai-je dit. Bien que j'admette que je suis prête à ce que les négociations soient terminées. J'ai d'autres choses sur lesquelles me concentrer. Il a ri. J'imagine. J'ai entendu des rumeurs intéressantes sur des changements chez Aurelius Tech. La restructuration est toujours difficile, mais nécessaire. La porte s'est ouverte et d'autres personnes sont entrées, membres du conseil, chefs de département, représentants légaux. Et puis, à ma surprise, mon frère Étienne est entré comme s'il était chez lui. Il portait son plus beau costume, celui qu'il gardait pour les occasions où il voulait impressionner. Son expression était un masque de confiance que je reconnaissais pour l'avoir vu bluffer pendant des années dans des situations qu'il ne comprenait pas vraiment. Derrière lui venait Delphine, son sourire cassant et ses yeux calculateurs. Ils ont pris des sièges près du fond de la pièce, ayant clairement l'intention d'observer les débats. J'ai croisé le regard de mon chef de la sécurité, qui a haussé légèrement les épaules. Il n'avait pas pu les arrêter sans créer de scène. Très bien. Laissez-les regarder. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Les termes du contrat ont été examinés, les signatures ont été recueillies, des photos ont été prises pour les archives de l'entreprise. Charles Beaumont a prononcé un bref discours sur l'avenir du partenariat et la vision qu'il avait rendue possible. Je voudrais prendre un moment, a-t-il dit, pour remercier tout particulièrement mademoiselle Ariane Leclerc. La plateforme que nous acquérons aujourd'hui sous licence est son idée.
L'architecture, les algorithmes, l'innovation fondamentale qui rend ce partenariat si précieux, tout vient de son travail. Elle a construit quelque chose de remarquable, et elle l'a fait en faisant face à des obstacles qui auraient arrêté la plupart des gens. Dans la salle, des têtes ont hoché de l'approbation. Au fond, le visage d'Étienne est devenu rouge. Charles a continué. D'après mon expérience, les partenariats les plus précieux sont fondés sur le respect mutuel. Je respecte mademoiselle Leclerc non seulement pour ce qu'elle a accompli, mais aussi pour la manière dont elle l'a accompli, avec intégrité, persévérance et un engagement envers l'excellence qui n'a jamais faibli. Il a levé son verre. À mademoiselle Leclerc, et à l'avenir que nous construisons ensemble. La salle a fait écho au toast. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, peu habitué à ce genre de reconnaissance publique. Quand la cérémonie s'est terminée, les gens ont commencé à se mêler et à célébrer. Charles m'a pris à part. J'espère que ça ne vous dérange pas que je le dise, a-t-il dit doucement, mais j'ai entendu parler de votre situation familiale, des défis auxquels vous avez été confrontés en interne. Je me suis légèrement tendu. Les nouvelles voyagent vite. Il a hoché la tête. C'est vrai. Et pour ce que ça vaut, je veux que vous sachiez quelque chose. De toutes mes années dans les affaires, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation difficile avec plus de grâce que vous. Des personnes de moindre envergure auraient été vengeresses. Vous avez été juste. Je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec cette évaluation. Les personnes qui comptent le seraient. Il a souri et m'a serré l'épaule. Prenez soin de vous, mademoiselle Leclerc. Vous avez mérité tout ce qui vous arrive. Il s'est éloigné pour parler à d'autres invités, et je suis resté seul un moment au milieu de la célébration. Étienne est apparu à mon coude. Quelle mise en scène, dit-il, sa voix tendue de colère à peine contenue. Ce n'est pas une mise en scène. Ce sont les affaires. Tu m'as humilié devant tout le monde. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Étienne, tu t'es mis en congé administratif en essayant de saper l'entreprise. Je ne t'ai pas fait ça. Tu te le es fait à toi-même. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas fini. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'est pas fini. Il y a encore une enquête à mener, et selon ce qu'elle révélera, il pourrait y avoir d'autres conséquences. Je suis ton frère, siffla-t-il. Ça ne veut rien dire pour toi. J'ai réfléchi attentivement à cette question avant de répondre. Avant, ça voulait tout dire, ai-je dit. Avant, je croyais que la famille était plus importante que tout. Que je devais accepter n'importe quel traitement que tu me réservais parce que nous partagions le même sang. Mais j'ai appris quelque chose d'important au fil des ans. Quoi donc? Que les personnes qui vous blessent le plus sont souvent celles qui pensent en avoir le droit. Étienne m'a regardé un long moment. Quelque chose dans son expression a changé, un mur s'effondrant qu'il ne savait même pas être là. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant, presque vulnérable. Je sais que tu le crois. Et peut-être que tu ne le voulais pas. Mais l'effet a été le même. Je l'ai laissé là et je suis allé dire au revoir au reste des invités. Quand je suis enfin retourné à mon bureau, le soleil se couchait sur la ville, peignant tout dans des tons d'or et d'ambre. Je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé le contrat signé devant moi. 3 milliards d'euros. Un partenariat qui façonnerait l'avenir de mon entreprise pour les décennies à venir. Et je l'avais fait, tout cela sans aucune aide de la famille qui avait tant essayé de me garder petite. Mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, nous devons parler d'Étienne. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai répondu par un seul mot, demain. Puis je me suis adossé à mon fauteuil et je me suis laissé sentir, juste un instant, le poids de tout ce que j'avais accompli. Demain, il y aurait d'autres batailles à mener, d'autres drames familiaux à gérer, d'autres décisions à prendre sur l'avenir de l'entreprise que j'avais bâtie. Mais ce soir, j'avais gagné. La tempête qui couvait depuis des semaines a finalement éclaté un jeudi soir, lorsque toute ma famille s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Je venais de finir un dîner tranquille quand le concierge a appelé pour me dire que j'avais des visiteurs. Plusieurs visiteurs, insistants. Je les ai laissés monter. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et ils se sont déversés dans mon couloir comme une inondation. Mon père d'abord, le visage rouge de rage à peine contenu. Ma mère derrière lui, serrant son sac à main comme une arme. Étienne et Delphine fermant la marche, leurs expressions un mélange de désespoir et de défi.
J'ai ouvert ma porte avant qu'il ne puisse frapper. Je me demandais quand vous vous présenteriez tous ensemble, ai-je dit. Entrez. Ils sont entrés dans mon salon et se sont installés sur mes meubles comme s'ils organisaient une intervention. Ce qui, je suppose, était le cas. Mon père a parlé le premier. Ça a assez duré. Tu es en train de déchirer cette famille pour une rancune d'enfance. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. Une rancune. C'est une façon intéressante de décrire 30 ans à être traité comme si je n'existais pas. Nous ne t'avons jamais traité comme ça, a protesté ma mère. Tu as toujours été aimé. J'ai toujours été toléré. Il y a une différence. Étienne s'est penché en avant. Écoute, je comprends. Tu es en colère. Tu as l'impression d'avoir eu le mauvais bout du bâton. Mais cette chasse aux sorcières que tu mènes dans l'entreprise détruit ma carrière. Ta carrière a été bâtie sur une fondation que tu n'as pas méritée. La chasse aux sorcières, comme tu l'appelles, ne fait que révéler ce qui était déjà vrai. Delphine a pris la parole. C'est à propos du gala, n'est-ce pas? Ce commentaire stupide que j'ai fait. J'ai déjà dit que je regrettais ce que j'avais dit. Tu as dit que tu regrettais ce que tu avais dit, ai-je dit. Pas ce que tu as fait. Il y a une différence là aussi. La pièce est tombée dans le silence. Je pouvais sentir le poids de leur frustration collective peser sur moi. Tous les quatre, voulant quelque chose que je n'étais plus disposé à donner. Mon père a essayé une approche différente. Pense à ce que tu fais au nom de la famille. Les gens parlent. Ils disent que les Leclerc s'effondrent. Le nom de la famille, ai-je répété. Tu veux dire le nom que l'on m'a dit être trop important pour que je le salisse? Le nom que vous avez utilisé pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas avoir les mêmes opportunités qu'Étienne? Le nom qui a toujours été plus important que mon bien-être réel? Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. La ville scintillait en dessous, des millions de lumières représentant des millions de vies. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la justice, ai-je dit sans me retourner. Quand j'avais 22 ans, j'ai été accepté dans un programme de 3e cycle prestigieux. Bourse complète. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit quand je vous l'ai annoncé? Ma mère était silencieuse. Vous avez dit que c'était bien, mais que vous étiez trop occupé à planifier la fête de fiançailles d'Étienne pour en parler. Vous m'avez demandé si je pouvais aider avec les décorations. C'était il y a des années. Je me suis retourné pour lui faire face. C'était un schéma. Chaque fois que je réussissais quelque chose, c'était minimisé ou ignoré. Chaque fois qu'Étienne échouait, c'était excusé ou expliqué. Vous ne me voyez pas parce que vous ne vouliez pas me voir. Parce que me voir aurait signifié admettre que vous aviez été injuste toute votre vie. Nous avons fait des erreurs, a dit mon père. Tous les parents en font. Je l'ai regardé, cet homme qui avait pris mes économies et ne l'avait jamais reconnu, qui avait posé sa main sur l'épaule d'Étienne et l'avait appelé l'avenir de la famille pendant que je restais invisible dans le coin. La différence, ai-je dit, c'est que certains parents apprennent de leurs erreurs. Certains parents grandissent. Vous avez simplement continué à faire les mêmes encore et encore. Alors, que veux-tu, a exigé Étienne. Tu veux qu'on rampe? Qu'on supplie pour obtenir le pardon? Que faudra-t-il pour que tu arrêtes ça? Je ne veux pas que vous rampiez. Je veux que vous compreniez. Comprendre quoi? Je suis retourné à mon fauteuil et je me suis assise, les regardant chacun leur tour. Pendant 30 ans, j'ai essayé de gagner ma place dans cette famille. J'ai travaillé plus dur, accompli plus, demandé moins. Je pensais qu'un jour, vous me verriez. Que si j'étais juste assez bonne, assez patiente, assez réussie, vous me traiteriez enfin comme si je comptais. J'ai fait une pause, sentant la vérité des mots s'installer dans l'air entre nous. Ce que je comprends maintenant, c'est que ça n'a jamais été à propos de moi. Je ne pouvais pas gagner votre amour parce que vous aviez déjà décidé qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Et rien de ce que je faisais n'allait jamais changer cela. Ma mère s'est mise à pleurer. Ariane, s'il te plaît. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Alors, aimez-moi différemment, ai-je dit. Aimez-moi pour la personne que je suis vraiment, pas pour la personne que vous aviez décidé que je devais être. Le silence s'est étiré. Dehors, la ville bourdonnait de sa chanson sans fin. À l'intérieur, 4 personnes qui partageaient mon sang étaient assises chez moi,
luttant avec la réalité de ce que j'étais devenu. Mon père a parlé le premier. Si nous essayons plus fort, si nous faisons un effort pour changer, arrêteras-tu la restructuration de l'entreprise? J'ai secoué la tête. Non. Les décisions de l'entreprise restent valables, quoi qu'il arrive entre nous personnellement. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de construire quelque chose de mieux. Alors, à quoi bon, a demandé Étienne. Pourquoi sommes-nous même ici? Je me suis levé. Le but, c'est que je vous dis la vérité. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je ne vais plus faire semblant. Je ne vais plus me faire petite pour vous mettre à l'aise. Et je ne vais plus accepter un traitement qui me fait sentir sans valeur simplement parce que nous sommes de la même famille. Donc, tu nous coupes les ponts, a dit Delphine, d'un ton plat. Je fixe des limites. Si vous pouvez les respecter, nous pourrons avoir une relation. Si vous ne le pouvez pas, alors oui, nous prendrons des chemins séparés. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Je pense que vous devriez partir maintenant, ai-je dit. Nous avons tous beaucoup à réfléchir. Ils sont sortis lentement. Ma mère pleurait toujours. Mon père, rigide de colère réprimée. Étienne, l'air perdu. Delphine, l'air calculateur. Alors qu'ils attendaient l'ascenseur, mon père s'est retourné. Si ta grand-mère était vivante pour voir ça, a-t-il dit, elle aurait honte. J'ai senti les mots comme un couteau. Il parlait de la seule personne qui m'avait jamais vraiment vu. Elle serait fière, ai-je dit doucement. Elle m'a toujours dit que j'étais plus forte que je ne le pensais. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et ils sont partis. Je suis resté dans l'embrasure de ma porte un long moment, sentant l'écho de leur présence s'estomper dans l'air. Puis j'ai fermé la porte et je suis allé me verser un verre de vin. La partie la plus difficile était terminée. Je leur avais enfin dit la vérité. Maintenant, il ne me restait plus qu'à trouver comment vivre avec les conséquences. Je me suis réveillé sous les rayons du soleil qui traversaient les fenêtres de ma chambre, dans un silence si complet qu'il semblait presque sacré. Pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone ne vibrait pas de messages de colère. Pas d'exigence, pas d'accusation, pas de tentative de manipulation. Juste le calme. J'ai préparé du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville s'animer en dessous. Quelque part là-bas, ma famille gérait les conséquences de la confrontation de la nuit dernière. Mon frère faisait face à la réalité que sa carrière avait été bâtie sur une fondation qui n'existait plus. Mes parents essayaient de comprendre comment leur fille invisible était devenue quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mais ici, dans mon appartement, entouré par la vie que j'avais construite pour moi-même, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. J'ai passé la matinée à parcourir mes emails, répondant aux félicitations de partenaires commerciaux et gérant les petits détails administratifs qui suivent tout accord majeur. Le contrat de 3 milliards d'euros était signé, la restructuration de l'entreprise était en cours. Tout ce pourquoi j'avais travaillé se mettait enfin en place. Vers midi, j'ai mis ma veste et je suis allé me promener. Le parc près de mon immeuble était plein de gens profitant du temps d'automne. Des familles avec des enfants, des couples se tenant la main, des personnes âgées nourrissant les pigeons. J'ai marché parmi eux, ayant l'impression de voir le monde avec de nouveaux yeux. Pendant si longtemps, j'avais porté un poids que je ne savais même pas être là. L'effort constant d'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. La performance épuisante d'être assez petite pour ne menacer personne. Le désespoir silencieux d'espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses changeraient. Maintenant, ce poids avait disparu. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé une mère pousser sa fille sur une balançoire. Elles riaient ensemble, la joie de l'enfant se reflétant sur le visage de sa mère. J'ai pensé à ce que cela aurait pu être de grandir de cette façon. D'être vu, d'être valorisé, de savoir sans aucun doute qu'on était aimé exactement comme on était. Je ne connaîtrai jamais ce sentiment de la part de ma propre famille. Mais j'avais appris quelque chose de plus important. Je pouvais me donner ce sentiment à moi-même. Mon téléphone a vibré. Un message d'Hélène, ma voisine d'enfance. Je pense à toi aujourd'hui. Tu es plus courageuse que tu ne le sais. J'ai répondu, merci pour tout. Elle a répondu avec un emoji cœur et rien d'autre. Parfois, les gestes les plus simples en disent le plus. Quand je suis rentré à mon appartement, un email m'attendait de Charles Beaumont. Le conseil d'administration de Norrington a discuté de notre partenariat.
Il souhaite étendre considérablement notre collaboration. Nous pensons que vous avez une vision unique de l'avenir et nous voulons en faire partie. J'ai lu l'email 2 fois, laissant les mots s'imprégner. Une vision unique de l'avenir. Pas une vision façonnée par les attentes de ma famille, l'ombre de mon frère ou la définition étroite de mes parents de ce qu'une fille devrait être. Ma vision. Construite à partir de mes propres expériences, de mes propres luttes, de ma propre sagesse durement acquise. J'ai répondu, je suis honoré. Organisons une réunion pour discuter des détails. Ce soir-là, je me suis assise avec un carnet et j'ai écrit une lettre. Pas pour l'envoyer, juste pour moi. Cher moi du passé, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu te sens invisible. Je sais que tu te demandes parfois si quelqu'un te verra un jour pour qui tu es vraiment. Je veux que tu saches que ça s'améliore. Non pas parce que les gens qui te blessent vont changer, mais parce que tu vas changer. Tu apprendras que ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Tu découvriras que l'amour que tu cherchais auprès d'eux était en toi depuis le début. Tu construiras quelque chose d'incroyable, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que c'est qui tu es, une bâtisseuse, une créatrice, une femme qui refuse d'être définie par les limites des autres. Tiens bon. Continue de travailler. Continue de croire en toi, même quand personne d'autre ne le fait. Le meilleur est à venir. J'ai fermé le carnet et je l'ai mis de côté. Dehors, par ma fenêtre, la ville s'installait dans la soirée. Des lumières s'allumaient dans les bâtiments de l'autre côté de l'horizon, chacune représentant une vie que je ne connaîtrai jamais. Mais je ne me sentais plus séparé de tout cela. Je me sentais connecté, faisant partie de quelque chose de plus grand que ma famille, plus grand que mon entreprise, plus grand que n'importe quelle relation ou conflit unique. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de ma mère. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Peut-être que nous pouvons essayer de mieux nous comprendre. Sans pression, juste si tu veux parler. J'ai fixé le message un long moment. Ce n'était pas des excuses, pas vraiment. Mais c'était quelque chose de différent de ce que j'avais reçu auparavant. Une fissure dans le mur. Peut-être une petite ouverture. J'ai répondu, peut-être. Donne-moi du temps. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le ciel du soir. Et là, avec la ville brillant sous moi, un souvenir est remonté, clair et chaleureux, celui de ma grand-mère, debout au comptoir de sa petite cuisine, remuant du thé dans une tasse en porcelaine ébréchée. Elle m'a dit un jour que la force n'est pas bruyante. Ce n'est pas la personne qui gagne la dispute ou la voix qui crie le plus longtemps. La force, c'est la décision silencieuse de continuer à devenir soi-même, même quand personne d'autre ne comprend encore qui c'est. Pendant des années, j'ai pensé qu'elle voulait dire survivre. Ce soir, j'ai enfin compris. Elle voulait dire vivre. L'histoire de ma famille n'était pas terminée. Il y aurait d'autres conversations, d'autres conflits, d'autres tentatives de trouver un terrain d'entente ou d'accepter qu'il n'y en avait pas. La restructuration de l'entreprise se poursuivrait, avec tous ses défis et ses complications. Le contrat de 3 milliards d'euros apporterait de nouvelles opportunités et de nouvelles responsabilités. Mais rien de tout cela n'était le plus important. Ce qui importait, c'est que j'avais enfin cessé d'attendre la permission d'être moi-même. J'avais enfin cessé de me faire petite pour entrer dans des espaces qui n'étaient jamais destinés à me contenir. J'avais enfin regardé les gens qui m'avaient élevé et j'avais dit, voici qui je suis. Acceptez-le ou non. Mais j'ai fini de prétendre être quelqu'un d'autre. La douleur n'a pas disparu. Elle ne disparaîtra probablement jamais complètement. Mais elle s'est transformée en autre chose. De la sagesse, peut-être. Ou de la force. Le genre de force qui vient du fait de survivre à ce que l'on pensait qui nous détruirait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti invisible aux yeux des gens qui étaient censés vous aimer, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Votre valeur ne diminue pas parce qu'ils n'ont pas réussi à la voir. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un commentaire. Si vous avez déjà dû trouver votre propre force alors que les gens autour de vous essayaient de vous garder petit, partagez votre expérience. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous.